Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique. Notre invité ce soir est un petit peu spécial. Notre invité ce soir, c'est l'abstention qui a été le fait marquant du premier tour des élections régionales et départementales dimanche dernier. L'abstention, on a battu des records, en particulier chez nous dans le Rhône. Et on va donc en parler ce soir avec trois experts lyonnais. D'abord Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Un directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine qui est partenaire de cette émission. Richard Chitly, correspondant du journal Le Monde à Lyon. Bonsoir Richard. Bonsoir. Et Nicolas Barrican, rédacteur en chef de Médiacité à Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec nous sur BFM Lyon. Abstention donc historique dimanche dernier. On rappelle, 2/3 des électeurs ne sont pas allés voter. Pourquoi un tel crash démocratique? Le mal est-il profond? Faut-il rendre le vote plus accessible, plus facile, plus simple? Voilà quelques-unes des questions qu'on se pose donc ce soir dans Lyon Politique. Mais d'abord, on va rappeler les chiffres, vous allez les voir. 67% des électeurs qui ont boudé les urnes dans le Rhône dimanche dernier, c'est un peu plus que la moyenne nationale, à 66%. Record absolu, en tout cas, sous la Ve République. Écoutons, pour commencer, Fabienne Grébert, la candidate écologiste qui a dénoncé avec vigueur dimanche soir cette abstention massive. Les Français se détournent des urnes et pourtant la lutte a été longue. 1848, suffrage universel masculin. 1944, droit des femmes. 2021, 65% des Français refusent ce droit. Alors pourquoi cette abstention? Nos concitoyens sanctionnent un système qui ne propose aucune solution au problème. Voilà, un système qui ne répond pas aux problèmes, c'est ce que dit Fabienne Grébert. Lionel, est-ce que la principale cause de cette abstention, on peut dire que c'est le désenchantement, le désintérêt vis-à-vis de la politique et le fait qu'on a l'impression que les politiques ne changent pas le monde et en tout cas pas notre quotidien? Alors oui, je crois que le désintérêt, il porte sur les institutions politiques et pas forcément sur la politique en général, parce qu'on voit des jeunes manifester pour le climat, il y a des associations anticorruption extrêmement vigoureuses. Donc le désintérêt, il porte plutôt sur les institutions politiques. Certains parlent de la nécessité d'une 6e République. Il y a un besoin sans doute de toiletter ces institutions et peut-être aussi un déficit de curiosité des électeurs, parce que c'est vrai que c'est facile de leur donner raison en disant les journalistes aussi, les politiques ça, mais il faut aussi leur dire que la démocratie, on l'a gagnée de haute lutte, on peut... Ce que disait Fabienne Grébert à l'instant. Hein. C'est bien aussi d'interpeller les abstentionnistes pour leur dire bougez-vous, nous journalistes on fait notre taf de vous informer, allez aux urnes et sortez de cette espèce de flemme électorale, même si on peut l'analyser. L'inefficacité des politiques, supposées ou réelles, j'en sais rien, mais est-ce que ça peut être ça le moteur de l'abstention, Nicolas? Oui, alors je pense qu'il faut distinguer le désenchantement et le désintérêt. Je pense qu'il n'y a pas d'un désintérêt politique. Lionel citait par exemple les marches pour le climat, on pourrait rajouter le mouvement des Gilets jaunes, qui était en fait un mouvement éminemment politique. Et puis je rajouterais que l'abstention de dimanche dernier, c'était en fait un fait politique, et on voit bien dans les témoignages qu'on lit un peu partout d'abstentionnistes que certains ne sont pas allés voter aussi pour envoyer un message politique, parce qu'en fait ils ne se retrouvent plus dans le système, encore une fois dans les institutions qu'on leur propose, qui semblent en inadéquation. Mais pourquoi? Parce que ça répond pas à nos problèmes, ça... Oui, parce qu'il y a un peu le sentiment diffus que les politiques n'arrivent pas à répondre à leurs problèmes quotidiens, au chômage. La crise sanitaire est aussi passée par là, à discréditer en partie la parole politique. On se souvient des ordres, des contre-ordres autour des masques, ça a laissé des traces, et ça a nourri le désenchantement d'une partie des citoyens envers leurs représentants. Richard Chitly, les élus qui ne tiennent pas leurs promesses, le discours du tous pourri qui revient quand même assez régulièrement, tout ça, ça participe au dégoût de la politique, à la défiance vis-à-vis des politiques, et ça participe à l'abstention, vous pensez? Oui, mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Non, mais ça s'accentue ou pas? Et est-ce que c'est le moteur de l'abstention principale? Je ne suis pas sûr que sur ce coup-là, ça soit le principal moteur. Je rejoins mes confrères. C'est un vrai vote de contestation, là.
Là, c'est un vote de contestation, cette abstention. C'est un message envoyé en disant, voilà, on a besoin d'une autre politique, on a besoin vraiment d'une gestion des problèmes de notre quotidien. Voilà, ça, c'est le message des abstentionnistes qui porte préjudice d'ailleurs au Rassemblement national. Je pense que c'est quand même eux qui captaient une partie de cette contestation et qui aujourd'hui en sont privés parce que c'est l'abstention qui prend. Là, la colère s'est faite en disant, je reste chez moi. Voilà, c'est ça. Et dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à travers cette abstention, c'est aussi le fait que les gens ne trouvent plus dans les élections régionales, c'est quelque chose qui est invisible, quoi. En sortant de la crise sanitaire, à peine déconfiné, on doit voter, ça a été invisible. On va en parler des collectivités, aussi du contexte et du calendrier qui ont sans doute pas aidé, mais juste, Lionel, on sait qu'Emmanuel Macron avait promis de réenchanter la politique, le renouveau démocratique, on en a souvent parlé dans Lyon-Paul. C'est un échec du chef de l'État, cette abstention record ? Oui, mais c'est pas son seul échec. Je pense que on pourrait résumer ça en parlant d'un vote, non pas d'un vote protestataire, comme on le disait souvent, mais d'une abstention protestataire qui a déjà eu lieu l'an dernier au moment des municipales. Rappelez-vous, le samedi soir, on nous annonce la fermeture des centres de loisirs, des activités de loisirs. Le lendemain, des gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on leur permette de voter alors que leur activité de loisirs était interdite. Donc, il y a une abstention protestataire. Et Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé par ce qu'on appelle un peu squeezer les corps intermédiaires, les syndicats notamment, et sans lancer forcément des réformes en parallèle. Et il s'est retrouvé face directement au peuple avec des mouvements comme les Gilets jaunes. Donc sur cette voie-là, et la décentralisation, sous son mandat, n'a fait strictement aucun progrès, voire on a constaté plutôt une ultra-centralisation. Et un pouvoir vertical dont jupitérien, comme on a dit parfois. Parlé. La promesse d'Emmanuel Macron de ce renouveau démocratique, on ne l'a pas vu, Nicolas ? Oui, alors c'est pas, enfin je rejoins ce que dit Lionel, c'est pas seulement l'échec d'Emmanuel Macron, pour le coup c'est l'échec de toute la classe politique là. On voit bien que effectivement les candidats macronistes ont été lourdement sanctionnés. Bruno Bonnell dans la région fait effondrer le score de La République En Marche, mais encore une fois, il est loin d'être le seul à avoir été sanctionné par des abstentionnistes. Andréa Cotterlac avec le RN divise par 2 entre 2015 et en même temps, Lionel parlait des gilets jaunes. Et là, j'ai une question à vous poser parce que moi, je comprends plus. Que faire pour reconnecter les citoyens et la politique dès qu'il y a une liste citoyenne à une élection, une liste qui se prétend venir du peuple? Elle se prend une tôle au scrutin et personne ne vote pour eux. Donc c'est quoi? On veut pas des professionnels de la politique et en même temps pas des non-professionnels de la politique? Alors c'est intéressant que vous abordiez ce phénomène des listes citoyennes parce que du coup, avant l'émission, je me suis amusé à regarder le taux de participation à Saillant dans la Drôme. Je ne sais pas si les téléspectateurs s'en souviennent, mais c'était une des communes en 2014 où une liste citoyenne a été élue et promettait de réinventer la façon de faire la politique, etc. Alors, l'abstention est aussi très forte, mais elle est beaucoup moins forte que dans la région et qu'au niveau national. Elle est seulement, entre guillemets, de 59%. Alors, il ne faut pas en tirer des grandes généralités, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être tout à fait un micro-contexte. Lionel. Quelque chose d'intéressant. Oui, alors je pense qu'au niveau de citoyens, des listes citoyennes, on peut un peu nuancer à Lyon, parce qu'il y a quelques années, il y a eu des listes citoyennes un peu proches du centre qui ont eu un certain succès. Donc quand c'est construit, ça passe. Le problème du mouvement des Gilets jaunes, ça a été un mouvement qui ne voulait pas de représentants, qui ne voulait pas construire un discours, on va dire, structuré, qui était à fond dans le basisme. Et effectivement, au niveau politique, il n'y a pas eu de traduction. Richard, ce qu'il faut dire, c'est que personne ne sort indemne de cette abstention. Aucun parti politique. Et on a tous entendu, dès le soir des élections, des discours qui essayaient de se rassurer en expliquant, en jetant la faute même sur les médias, ou alors sur les voisins. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est vraiment inquiétant. Alors, parmi ceux qui ont très très peu voté dimanche, il y a les villes les plus pauvres dans l'agglomération lyonnaise, les quartiers les plus défavorisés. Et c'est l'exemple de Vaux-en-Velin. Regardez les chiffres, 88% d'abstention. En gros, un électeur sur 10 seulement est allé voter à Vaux-en-Velin et c'est la socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui est arrivée en tête, mais première avec seulement environ 600 voix sur près de 50 000 habitants. Ça pose aussi la question de la légitimité au passage. Écoutez ces habitants de Vaux-en-Velin, tous abstentionnistes. Non, du tout, je n'ai pas été voté, non. J'ai profité du soleil, du beau temps et tout ce qui s'en suivait. Non, je ne suis pas allée voter, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas parti voter. On ne sait pas forcément ce que
les autorités régionales font. Alors c'est pas nouveau du tout l'abstention à Vaux-en-Velin ou ailleurs dans d'autres villes de la banlieue lyonnaise, mais c'est quoi? C'est le sentiment que le vote ça sert à rien, c'est le sentiment que ça changera rien, c'est aussi un manque de connaissances, je sais pas à quoi sert la région. Nicolas, pardon. Ouais, non, Richard Chiti du Monde. Ça, moi, je suis frappé par dans les cités, dans les quartiers sensibles. Les chiffres sont effarants. Il y a Vénissieux, il y a aussi Givors, 84%. Enfin. Mais pourquoi alors pour le coup la raison, c'est multiple, mais c'est vraiment une coupure entre les citoyens et les institutions républicaines au sens large. Et là, on le ressent à travers les élections. Je pense que là, il y a un vrai problème. Ce qui se pose. Nicolas, ce qu'on peut ajouter, c'est que il y a un autre phénomène qui se surajoute à l'abstention, c'est aussi tous les Français en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est très compliqué finalement de voter en France. On est un des rares pays d'Europe où il faut se rendre en mairie, s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Il y a 11% des Français qui sont en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est une abstention en fait fantôme. Et dans ces villes populaires comme Vaux-en-Velin, comme Vénissieux, etc. Mais pourquoi ils ne s'inscrivent pas? Pourquoi ils ne font pas la démarche selon vous? Pour les mêmes raisons que les inscrits ne vont pas voter ou ne sont pas allés voter dimanche dernier. C'est une coupure totale. Cette coupure avec les institutions. Justement, Lionel, les régions, les départements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Ces collectivités, les habitants ne savent même pas ce que c'est, ne savent même pas à quoi ça sert. Il y a aussi ce problème sur des scrutins comme les régionales et départementales. Alors oui, mais j'ajouterais aussi que cette abstention, pour une fois, c'est pas ville versus campagne. C'est-à-dire qu'à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais, je crois que de tête 72% d'abstention, c'est aussi très fort. J'ai cherché là où on a le plus voté. Il faut aller à Saint-Cyr-le-Château, 129 inscrits, 90 votants. L'inversement, c'est plutôt 3/4 de votants. Donc on s'est aussi beaucoup abstenu en campagne. Faut aller aussi chercher dans des petites communes que Rivry ou Saint-André-en-Côte dans les Monts du Lyonnais, ou pour voir ce réflexe civique. Donc ça veut dire qu'il y a une coupure qui n'est pas qu'à Vaux-en-Velin, même si c'est plus radical. Et il y a une complexité évidente. Même aujourd'hui, pour comprendre le système électoral français, il faut limite avoir tous fait Sciences Po. Parce que oui, mais on est quand même tous à peu près aptes à comprendre à quoi sert un département, à quoi sert une région. Mais peut-être n'en a-t-on pas suffisamment parlé au cours de la campagne. Alors moi, je pense que là, je m'inscris en faux, comme diraient certains hommes politiques, dans cette émission. Très clairement, je trouve que les journalistes régionaux, notamment ceux autour de cette table, et ceux qui ne sont pas là, il y a un mensuel qui a fait un hors-série régional, d'autres sites internet ont fait leur boulot, comme Rue 89. Donc je trouve qu'on a fait notre taf, encore une fois. De rappeler les compétences, les enjeux. On l'a dit aux élus qui partaient sur d'autres compétences, on a rappelé les compétences de la région. Il y a vraiment, on va dire, un manque de curiosité des électeurs, mais qui peut aussi se justifier par le fait que la région a été peut-être un petit peu identifiée, mais les départements, qui sait encore que c'est plutôt sur le social. Regardez pour le niveau scolaire, les écoles, les communes, les collèges, les départements, les lycées, la région, enfin, ça devient très très complexe. Le toilettage du millefeuille français qu'on avait promis, c'est pas fait. Les regroupements de communes sont un échec, tout le monde le dit. Il y a beaucoup de candidats qui ont fait un score pas très bon dimanche soir, qui ont dit Laurent Wauquiez a mis la sécurité partout, qui n'est pas une compétence de la région, et on a parlé que de sécurité, que de ça. Et un thème qui n'a pas fédéré tous les électorats. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça, Richard, ces candidats? Oui, bien sûr, oui. En tout cas, ça lui a quand même réussi. À lui à lui, ça lui a quand même réussi. Mais même lui, il ne sort pas indemne en termes de nombre de voix. Il est quand même très loin de son score de 2015. Donc l'abstention, elle a un impact pour tout le monde. Alors, il a quand même, en préemptant, en gros, l'électorat du Rassemblement national par le thème de la sécurité, il a réussi son premier tour, évidemment. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est, pour répondre à votre question, c'est difficile. Pourquoi on ne va pas voter? Pourquoi dans ces cités on se désintéresse de la politique? J'aurais tendance à répondre par qui sont ceux que j'ai vu voter, moi, dimanche dernier. Voilà, ça peut répondre à... Vous étiez où? Dans quel bureau? Dans les bureaux de vote. Je suis allé à Villeurbanne, je suis allé à Vaux-en-Velin, je suis allé dans plusieurs secteurs comme ça. Et là, on voit des gens plutôt âgés, et justement des gens qui ont conscience de l'importance du vote, de l'enjeu démocratique. Et donc, il y a une conscience comme ça qui est au-delà de l'enjeu régional, de la collectivité. Il y a une sorte de conscience historique. Et ça s'est pas transmis de génération en génération. C'est ça le problème. Ça se rétrécit. On aura l'occasion de parler des jeunes
jeunes dans quelques minutes qui se sont largement abstenus. D'abord, des raisons peut-être conjoncturelles aussi à cette abstention, c'est la crise sanitaire, le contexte du déconfinement aussi. On a retrouvé la liberté, on avait peut-être la tête à faire autre chose, les électeurs en tout cas. Et puis la crise sanitaire qui a beaucoup perturbé la campagne électorale, comme pour les municipales. C'est des raisons qu'on peut invoquer ? Oui, alors je pense que ça a joué à la marge, effectivement. On a eu des meetings, mais seulement dans la dernière ligne droite. Donc forcément, pour les équipes de campagne, ça a été difficile de mobiliser, même si elles sont allées chercher des solutions alternatives sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je rajouterais dans le contexte, en fait, l'approche de la présidentielle, qui est venue parasiter complètement ce scrutin régional. Et d'ailleurs, une partie des candidats ont joué ce parasitage. Regardez les affiches électorales d'Andréa Cotard. Il y avait Marine Le Pen sur l'affiche, alors même que... Donc c'était un coup pour rien, c'était quoi En tout cas, on donne... Enfin, une partie des politiques entretient le sentiment qu'en dehors de l'élection présidentielle, les autres scrutins n'ont pas d'importance. Donc si vous voulez, on peut comprendre les électeurs qui se disent à quoi bon aller voter au régional. Finalement, tout se joue au moment de la présidentielle, ce qui est faux, bien sûr. Tout à fait. Il y a même certains confrères, mais plutôt nationaux, c'est pas pour leur en vouloir, mais c'est un constat, qu'on parlait de galop d'essai pour la présidentielle. Tout à fait, ouais. Donc si les électeurs n'étaient pas trop sûrs pour qui aller voter l'année prochaine, s'ils avaient envie de bouder après la crise du Covid, on leur dit que c'est les présidentielles, on ne peut pas leur reprocher de ne pas comprendre les enjeux régionaux. On dévalue les élections intermédiaires. Il y a un rouleau compresseur. Et puis il y a un élément quand même, ça peut sembler, je pense, paradoxal à certaines personnes qu'on leur demande d'aller voter, d'exprimer un choix, une liberté, alors que pendant plus d'un an, on n'a pas cessé de leur retirer la liberté de circuler, d'aller dans certains commerces, de faire la fête. Et il y a eu la peur du virus, vous pensez ou à la marge, mais c'est pas impossible. Mais je pense, parce que cette peur ne joue pas pour aller sur la terrasse, sur les terrasses. Donc pourquoi ? Je pense clairement qu'il y a aussi une bouderie parce qu'on nous a privés de certaines libertés. Donc pourquoi on nous demande de voter ? Richard Chitli. Oui, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de facteurs qui sont venus se conjuguer et c'est ça aussi qui fait les explications de l'abstention. Je rajouterais, moi, le matériel électoral. Ah oui, j'allais y venir. Bah oui, parce que je pense que ça, c'est plus important qu'on ne le croit. On va rappeler donc l'énorme fiasco des professions de foi et des programmes et des bulletins de vote qui ne sont pas arrivés dans les boîtes aux lettres de certains électeurs, et il y en a eu pas mal dans la région lyonnaise. Le prestataire n'a pas rempli sa mission. Est-ce que c'est une erreur d'avoir confié déjà à une boîte privée ce service qui était public et cette distribution de la propagande électorale? Oui, il y a quand même une faute logistique énorme et qui dit quand même des choses sur l'intention du gouvernement de vraiment prendre en compte ces élections dites intermédiaires. On délègue. On délègue et puis on ne réagit pas quand on prend conscience du problème. Il y a quand même des modes de communication, il y a des SMS qu'on a pu recevoir pendant la crise sanitaire. Exactement. Il y a quand même des outils. Il y a quand même des outils pour essayer de réagir et de compenser. Ils savaient que ça allait planter. Bien sûr. Et ils ont... les alertes datées du début de la semaine dernière, en fait. C'est un pur scandale géré avec une certaine désinvolture. Donc après, on dit aux gens, vous avez eu tort de vous abstenir, mais en même temps, le gouvernement n'a pas mis tous les moyens pour que cette élection se déroule bien. Et je pense que ça a eu un impact quand même. Parce que ça a une vraie utilité, les professions de foi. Dans nos boîtes aux lettres, c'est comme un rappel, attention, on vote dimanche. C'est un mauvais message qu'elle n'arrive pas, c'est un mauvais message. Ça a une utilité pour informer une partie des citoyens sur la tenue des élections. Certains ont découvert lundi matin qu'il y avait des élections la veille. Oui, le vote, la décision du vote d'aller voter et pour qui on vote se fait de plus en plus tardivement. Et c'est une piqûre de rappel, les professions de foi dans la boîte aux lettres. On parle des jeunes, on a commencé à en parler un petit peu, mais c'est vraiment la catégorie de la population qui a très très peu voté dimanche dernier. On va voir les chiffres, plus de 80% des jeunes absents des bureaux de vote, 82% des 18-35 ans qui se sont abstenus. Nicolas Barrican de Médiacité, comment vous l'expliquez ? Il y a une dépolitisation des jeunes, la nouvelle génération ne croit plus en la politique, ou ce que vous nous disiez tout à l'heure, pas forcément. Non, moi je ne crois pas à l'idée de dépolitisation massive comme ça dans la jeune génération. Un youtubeur comme Hugo Décrypte fait des centaines de milliers de vues et parle de politique tous les jours sur YouTube. Mais est-ce qu'il va voter, lui ? Est-ce que ses lecteurs vont voter ? Parce que c'est bien beau de faire sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'il y a juste une inadéquation entre l'institution, le vote, et puis le système politique tel qu'il est organisé, qui repose encore sur des vieilles institutions que sont les partis politiques, qui sont également désertés par la jeune génération. Et puis cette génération qui a d'autres usages. On abordera peut-être les pistes pour faire reculer l'abstention, mais le vote électronique, le vote par Internet, par exemple, pourrait permettre de toucher cette jeune génération. Richard, votre avis, est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la politique ?
politique. Oui, on le voit, les marches pour le climat, c'est quand même impressionnant. C'est un vrai véhicule politique, c'est quand même une forte mobilisation. Les jeunes se sentent concernés par des enjeux citoyens, des enjeux mondiaux. Enfin voilà, ils discutent. Mais ça rejoint la question de la volatilité un petit peu de l'électorat. Et c'est vrai que les jeunes... aller voter, se cadrer, voilà, ils sont pas forcément mobilisés par le geste de voter. Là, il y a vraiment un hiatus entre le fait qu'ils soient concernés et le fait d'aller voter. Et Lionel commençait à en parler tout à l'heure, et je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi cette question, alors c'est peut-être pas très sympa de dire ça, mais de l'individualisme, du fait qu'on est vraiment centré sur notre sphère privée et que la chose publique intéresse peut-être moins, et du coup un peu la flemme d'aller voter dimanche, non? Oui, mais on parlait aussi de défaut de transmission. Il y a des familles, je pense, d'abstentionnistes. C'est pour ça aussi que ça fait boule de neige d'élection en élection. Moi, quand j'étais enfant, on m'a emmené accompagner mes parents voter, et je l'ai fait vis-à-vis de mes enfants. Et je pense que ce geste citoyen compte énormément, de faire prendre conscience aux jeunes générations que les gens qui veulent soutenir ou qui les agacent, par leur vote, ils peuvent les maintenir au pouvoir, ou au contraire mettre fin à leur mandat. Faut faire prendre conscience de ce pouvoir, mais je pense aussi que tous les partis politiques sont conscients de ce lien qui se délite avec la jeunesse. Rappelez-vous les budgets participatifs, les conseils municipaux des jeunes, tout un tas les associations de sympathisants qui sont pas... Donc il y a eu des tentatives des partis politiques qui ont aujourd'hui échoué pour le moment. Et est-ce qu'il y a un cercle vicieux dans le sens où les jeunes ne vont pas voter, donc les politiques se désintéressent des jeunes puisqu'ils ne rapportent rien au niveau des voix et qu'ils veulent être réélus? Il y a un vrai danger que la classe politique, malgré ses discours, s'habitue à être élue avec un très faible nombre de votants. On se souvient... et notamment pas de jeunes. On se souvient qu'il y a eu des procès en légitimité des élus écologistes élus l'an dernier. Va-t-on faire à nouveau un procès en légitimité des élus régionaux? Je pense qu'il faut renouer ce lien en innovant. Est-ce que ça peut être Internet? Pourquoi pas? Mais il y a un brainstorming à faire pour trouver des nouvelles manières de s'adresser à ces jeunes. On va parler de comment rendre le vote plus accessible, plus simple, qu'il soit peut-être plus en phase avec notre époque. Et on va écouter le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui est favorable à l'instauration du vote électronique. Écoutez-le, c'était cette semaine sur BFM TV. Moi, je suis favorable au vote électronique, je le dis. Et le ministre de l'Intérieur dit non à tout ça. J'ai entendu encore. C'est pour ça qu'il dit non. C'est pour ça qu'il faut avoir une discussion. Je vais vous dire ce qui a peut-être achevé de me convaincre. On n'en a pas beaucoup parlé en France. Il y a quelques semaines, on a eu des élections qu'on appelle des élections consulaires, c'est-à-dire que les Français de l'étranger qui habitent en dehors de France ont élu leurs représentants. Pour la première fois, ils l'ont fait avec un vote électronique. Ça s'est bien passé. Vous savez, dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé sur ces questions-là. Il a fait des propositions. Mais à chaque fois qu'on fait des propositions depuis le début de ce quinquennat, les oppositions le bloquent. Elles veulent voter comme on votait il y a 100 ans. Voilà, pour ou contre le vote électronique, Nicolas Barrican? Alors, plutôt pour, mais je pense que c'est pas la solution miracle. Et on a des exemples en Estonie, par exemple. Ce pays a instauré le vote électronique depuis 2005, je crois. Ça a fait reculer l'abstention dans un premier temps, et elle est revenue à son étiage d'avant l'instauration de ce vote électronique. Donc ça peut pas être la seule solution, en fait. Il faut pas qu'une solution technique dispense la classe politique d'une remise en cause beaucoup plus profonde sur le fonctionnement de Richard Chicli, votre avis? Oui, je dis la même chose. Si vous voulez, c'est pas. Ça peut quand même permettre aux jeunes de retourner un petit peu aux urnes d'une certaine manière, mais c'est pas forcément une solution à long terme, quoi. Voilà. Autre solution. Je me demande si ça désacralise ou pas le vote. Alors, je me suis aussi posé cette question-là, et je me dis, on paye nos impôts. C'est aussi un acte citoyen de payer ses impôts sur Internet. On remplit sa déclaration d'impôt sur Internet. Voilà, est-ce qu'on désacralise l'impôt au moment de cliquer, c'est quand même sacré, parce qu'il ne faut pas se planter. Voilà, ouais, tout à fait. Donc, ce serait un peu pareil pour le vote. Pourquoi pas? Il faudrait essayer, en tout cas. Autre solution, voter dès l'âge de 16 ans, justement, pour peut-être que les parents accompagnent des ados qui vivent encore chez leurs parents et voilà, prennent le pli de voter pour ou contre le vote à 16 ans.
Je ne pense pas que ce soit la solution miracle. Je pense que amener vers l'éducation civique, quand on en discute avec les jeunes, en général, en France, elle est même pas notée. Faudrait que les élus prennent leur bâton de pèlerin et les journalistes, on y est prêt pour parler, pour préparer à voter à 18 ans. Mais il y a un souci à l'école aussi de enseigner la citoyenneté, Richard. Oui, je trouve que les jeunes gens, enfin, quand on discute avec nos enfants, avec nos familles, ils sont très idéalistes en réalité. Ils ont vraiment des belles idées, des grandes idées, ils sont pleins d'énergie. Et ils ne retrouvent pas ça dans le récit politique actuel. Oui, il y a un cercle médiatique un peu usant. Voilà, et puis le récit politique, ça ne leur parle pas. Et donc, il y a ce décalage qui doit être résolu. Il faut tout changer de fond en comble, là. Vous écoutez depuis tout à l'heure. Il y a des questions profondes à se poser. Ouais, et le vote blanc, il faut enfin le comptabiliser pour faire reculer l'abstention, Nicolas? Le vote blanc, c'est compliqué parce que... je ne sais pas si vous avez une majorité d'électeurs qui votent blanc, alors on supprime la région, du coup, il n'y a plus de conseillers régionaux. Qui se serait passé dimanche, vous pensez? Ça aurait pu. Bien sûr, oui. C'est vertigineux quand même. C'est quand même vertigineux. Il y a quand même un message d'espoir dans ces élections, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, Wauquiez et Fabienne Grébert, Laurent Wauquiez et Fabienne Grébert, ils sont allés les chercher. Laurent Wauquiez, qu'on soit pour ou contre son bilan, tout le monde reconnaît qu'il a quand même été plutôt un président actif. Et Fabienne Grébert, elle dit qu'elle a fait 10 000 km et qu'elle va devoir penser à sa compensation carbone en tant qu'écologiste. Donc ces gens-là, ils sont quand même allés chercher leur voix. Ils n'ont pas fait une campagne de dernière minute. Dernière question. Bruno Bonnel, Comandera Cotarac se sont démultipliés aussi sur le terrain. Et ça a tardivement, Cotarac a joué le national. Dernière question à vous trois, mais réponse très courte. Est-ce que si les abstentionnistes se réveillent, puisque c'est un immense réservoir de voix, s'il y a un fort regain de participation dimanche, est-ce qu'on peut avoir un renversement des résultats et la gauche qui bat Wauquiez, en un mot? Je dirais oui, mais pas seulement. Il faut d'autres facteurs. Il faut que des reports de voix de Bonnel sur la gauche, par exemple. Ça sera encore quelque chose de vertigineux. Un tel renversement de tendance, j'y crois pas trop. Nicolas? Oui, moi non plus, je crois pas non plus à un renversement de tendance, mais voilà, on a été tous surpris des résultats de dimanche et de la hauteur de l'abstention, donc voilà, je me risque à aucun pronostic. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir participé, merci à vous évidemment de l'avoir suivi. On regarde les trois candidats qui sont qualifiés pour le second tour de ces élections régionales avec leur score au premier tour. Évidemment, on rappelle que Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem sont alliés désormais, Laurent Wauquiez et Andrea Cotarac. Pour ma part, c'était mon dernier Lyon Politique. Je laisse la main après 2 saisons très intenses. Je vais lever le pied un petit peu, mais on va se retrouver évidemment dimanche pour la soirée électorale sur BFM Lyon et puis du lundi au vendredi pour la matinale. Restez avec nous, l'info continue.